Sunday Night Production. Vous vous apprêtez peut-être à vous lancer dans la préparation d'un marathon ou d'un semi-marathon et vous vous demandez si vous allez réussir à trouver les ressources mentales nécessaires pour venir à bout de ces distances mythiques. Eh bien, restez avec nous, nous allons vous aider. Dans la tête d'un coureur et Salomon vous présente Les Experts, un programme 100% dédié à votre réussite dans la course sur route. Nutritionniste, kinésithérapeute ou encore coach sportif et mental, bénéficiez de l'expertise d'une équipe de pros pour mettre toutes les chances de votre côté et dépasser vos objectifs. Bonne écoute! Bienvenue dans Les Experts, votre nouveau programme dédié à votre réussite en course à pied. Et grâce à cette émission, vous allez bénéficier des compétences d'une équipe de professionnels du sport pour vous accompagner dans la préparation de vos marathons et semi-marathons. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'une de nos 4 experts. Elle est coach mental, hypnothérapeute et passionnée de sport. Il s'agit de Manon Vercouter. Manon, merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau programme. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec toi, Guillaume, et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci de me recevoir. Eh bien, plaisir partagé. Manon, c'est notre premier épisode ensemble. Je le rappelle que dans Les Experts, on sera accompagné par 4 spécialistes, 4 experts, un kinésithérapeute et une nutritionniste spécialisée dans la course de fond, un entraîneur en course à pied et bien sûr une préparatrice mentale, en l'occurrence toi. Et du coup, je te propose qu'on prenne un petit instant pour te présenter à nos auditeurs et auditrices et pour connaître un peu mieux ton parcours en matière de préparation mentale et d'hypnose. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est selon toi, quel est le rôle de la préparation mentale dans la course à pied et surtout comment est-ce qu'elle peut aider les coureurs et les coureuses à donner le meilleur d'eux-mêmes ? Alors en fait, ce qui est super intéressant dans la préparation mentale, c'est que ça va se concentrer justement sur le mental, donc le fameux mindset dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que chez le sportif, on se concentre beaucoup sur le corps, l'aspect physique, qui est hyper important, l'entraînement, faire attention au surentraînement, son alimentation, mais on pense un peu moins à tout ce qui se passe dans notre tête parce qu'on ne le voit pas. Et tout ça, en fait, ça peut se travailler avec différents exercices, compilés à de l'hypnose, de la visualisation, de l'imagerie mentale, etc. Justement, est-ce que tu penses que le mental, c'est quelque chose d'inné? Il y a des gens qui ont du mental et d'autres qui n'en ont pas, ou c'est quelque chose qu'on peut travailler au fur et à mesure de notre vie de sportif ou sportive? Alors, c'est totalement quelque chose qui se développe, en fait. Finalement, c'est comme un muscle. Le cerveau, c'est aussi un muscle. Donc, au plus on l'entraîne, au plus il va se développer. Donc, par le biais d'exercices, par le biais d'entraînement, on peut aller approfondir tout ça. Tu es également hypnothérapeute et c'est vrai que l'hypnose, c'est une discipline qui est encore peu connue dans le monde du sport. Alors, concrètement, ça consiste en quoi l'hypnose? Parce que moi, quand tu me dis hypnose, tout de suite, je pense au spectacle de magie ou au mentaliste, tu vois, ce genre de choses. Alors, comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le sport? C'est quoi le rôle de l'hypnose? Alors, bon, heureusement, maintenant, tu connais un petit peu l'hypnose vu que tu en as fait. Pour ceux qui connaîtraient un peu moins, en effet, on a cette image très spectaculaire de Mesmer. Néanmoins, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui est totalement naturel. Tout le monde l'expérimente environ toutes les 90 minutes pendant une période de 15-20 minutes. Et c'est simplement un mode, on va dire, veille, où le cerveau va processer l'information de façon différente. Ça nous permet du coup de reprogrammer certains circuits neuronaux, d'optimiser son cerveau, ses compétences, ses fonctionnements, et de passer en fait par l'inconscient qui représente, je le rappelle, environ 90% de nos comportements. Donc c'est énorme en fait ce qu'on peut faire sous état modifié de conscience. Et on entend souvent que pas tout le monde est réceptif à l'hypnose. Alors on a tous autour de nous par exemple des gens qui ont essayé d'arrêter de fumer ou d'arrêter le chocolat ou le sucre, ça a été mon cas grâce à l'hypnose. Et il y a certaines personnes sur qui ça a très bien fonctionné et d'autres pas du tout. Alors est-ce qu'on est tous réceptifs à l'hypnose ou pas ? Alors oui, nous sommes tous réceptifs à l'hypnose puisque c'est un état naturel qui nous est propre et qui est unique et individuel. Néanmoins, certaines fois, ça ne va pas fonctionner, soit parce qu'il peut y avoir des blocages inconscients. Également, l'accompagnement du praticien et la qualité du rapport avec la personne avec qui vous êtes va énormément jouer dans l'engagement que va prendre le client. C'est comme quand vous allez chez le psychologue ou le médecin. Il y a certaines personnes avec qui ça passe un peu moins bien au niveau humain et cela, ça peut entraver en fait le processus hypnotique. D'où l'importance de bien choisir son praticien. Alors comme c'est le premier épisode ensemble, j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus sur toi et ton parcours aussi. Je crois savoir que tu t'es reconverti. À la base, tu te prédestinais pas à être coach mental et hypnothérapeute. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là ?
Alors, en fait, en effet, je me prédestinais pas là-dedans du tout. J'ai fait des études plutôt en géopolitique et après j'ai travaillé dans la communication culturelle. Et puis finalement, j'étais en recherche de sens pour moi-même, d'épanouissement personnel et d'alignement, ce que je prône beaucoup comme valeur. Donc, j'ai moi-même suivi une hypnothérapeute qui m'a aidée, qui a fait changer ma vie. Et tout cela m'a amené à certains questionnements, raisonnements, introspection sur ma reconversion professionnelle. Et je me suis dirigée vers l'hypnose parce que pour moi, c'est un outil qui est hyper puissant au vu du fait qu'on peut vraiment adresser toutes sortes de problématiques. Aussi bien des traumas, des comportements un peu compulsifs, des problèmes de sommeil, mais aussi tout ce qui est notamment prépa mentale, optimisation, organisation, c'est hyper puissant. Manon, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la visualisation positive et comment est-ce qu'elle peut aider les coureurs à se dépasser. Alors c'est vrai que beaucoup d'athlètes, notamment professionnels, utilisent la visualisation mentale positive, que ce soit pour être le plus focus lors de leur entraînement ou pour donner le meilleur d'eux-mêmes en compétition. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste cette méthode de visualisation positive ou imagerie mentale? Parce que je sais qu'il y a encore quelques années, on appelait ça l'imagerie mentale. Tout à fait. Alors en fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie en fait de la psycho-neuro-immunologie. Ça comprend des techniques comme la méditation, l'hypnose, le biofeedback. C'est une capacité mentale qu'on a tous. C'est simplement de se représenter, d'imaginer un objet, un son, une situation, une émotion même ou une sensation. C'est une capacité donc d'imagination et de représentation interne en jouant sur ce qu'on va appeler les modalités sensorielles. Donc la grandeur, la couleur, le son, la texture. Et c'est un peu différent de l'imagerie mentale où la visualisation, on va davantage donner des choses à visualiser, par exemple un objectif. L'imagerie mentale, ce sera moins guidé en fait. C'est pas d'image imposée et ce sera plus laisser venir ce que l'inconscient de la personne a besoin de manifester pour aller chercher les ressources dont elle a besoin, par exemple. D'accord, mais concrètement, comment ça marche ? Et surtout, est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne ou c'est plutôt une méthode qui est proche du placebo ? Et on sait que le placebo a un vrai impact sur nous, ou même de la superstition, un peu comme un rituel. Est-ce que vraiment c'est prouvé que ce type de méthode fonctionne ? Alors oui, ça fonctionne. Il y a eu des études qui sont en train d'étudier justement les personnes qui sont sous visualisation, sous état modifié de conscience par des IRM notamment. On voit que ça active certaines zones du cerveau. Et en fait, notre cerveau, justement, il peut pas faire la différence entre une expérience réelle ou imaginée. C'est le fonctionnement aussi des neurones miroirs. Si on va voir quelqu'un en train de faire quelque chose, les mêmes zones de notre cerveau s'activent, même si nous ne sommes pas en train de faire ça. C'est un peu comme quand tu veux monter dans un escalator qui fonctionne pas et que tu as l'impression qu'il monte quand même. Ou par exemple, si tu t'imagines de façon très concentrée, croquer dans un citron et que tu te concentres sur l'acidité, le goût, la texture que ça fait, et bien en fait ça va stimuler tes glandes salivaires. Et au-delà de tout ça, c'est vrai que notre psychisme, il a un peu un énorme pouvoir sur nous. Comme je l'ai dit, c'est 90% de nos comportements. Donc c'est énorme. Donc nos émotions, tout ce qui va se passer dans notre tête va pouvoir nous affecter. Tout ça peut amener, par exemple, si on visualise un objectif fini, une course, quelque chose d'agréable, se remettre en vacances, imaginez-vous sur la plage, le soleil, etc. Ça va sécréter en fait des hormones, des endorphines, et tout cela peut avoir donc un impact physiologique, réel, concret. C'est vrai qu'il y a eu aussi quelques dérives dans le monde notamment du développement personnel où on entendait beaucoup de coachs dire aux gens il suffit de penser à quelque chose pour avoir quelque chose. J'imagine que là c'est un raccourci et que les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. Oui, alors la fameuse loi de l'attraction et la manifestation, c'est vrai que c'est hyper à la mode en ce moment. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du vrai, il y a du faux, on va dire. C'est plutôt dans le sens où imaginer un objectif qui est réalisé, ça permet de créer des nouveaux circuits neuronaux grâce à la neuroplasticité du cerveau, tout ce qui est la neurogénèse. On a la capacité toute notre vie de générer des nouveaux neurones. Donc tout ça, ça permet d'entraîner le cerveau à construire un nouveau chemin plus facile. Au lieu de passer par les routes de campagne, on est en train de construire l'autoroute. Il y a une étude qui a été réalisée, en tout cas à l'INSEP, l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et qui montre que 66% des athlètes disent pratiquer la visualisation. Et dans la délégation olympique américaine, alors là c'est encore plus impressionnant puisqu'ils sont près de 90% à dire qu'ils y ont recours. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est très très courant. Pourtant, même cette pratique, elle est très répandue chez les athlètes de haut niveau, et nous on le voit avec Fred dans le podcast, dans le Tête d'un coureur, quasiment tous les athlètes nous parlent de visualisation. C'est vrai que c'est quelque chose qui est finalement très très peu répandu chez les athlètes amateurs. Alors est-ce que finalement c'est un peu la chasse gardée des élites, la visualisation, c'est très utile pour eux, ou au contraire ça peut aussi avoir de l'intérêt quand on est un amateur ?
En fait, c'est pour tout le monde, que ce soit sportif ou non, professionnel ou amateur. En fait, c'est hyper utile parce que forcément, dans le monde de la compétition à très haut niveau, les compétences physiques sportives commencent à vraiment se rapprocher. Ça se joue à des virgules près, au zéro près. Néanmoins, ce qui peut faire la différence, c'est le mindset. C'est comment tu vas penser, comment tu vas construire ton entraînement, comment toi tu te ressens par rapport à tout ça, construire tes émotions, travailler sur le stress. Donc tout ça peut faire la différence entre un très bon et l'excellence. Hyper intéressant. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on pratique la visualisation? Si moi, demain, je me dis, allez, je veux visualiser, je vais courir par exemple le marathon de Paris ou le marathon de Londres, et dans ma préparation, je veux inclure des sessions de visualisation. Comment est-ce que je dois m'y prendre concrètement? Alors, en fait, la visualisation, tout le monde le fait déjà sans nécessairement s'en rendre compte. Par exemple, quand vous écoutez de la musique et que vous partez un petit peu dans vos rêves en vous imaginant des scénarios, je sais qu'on le fait tous, c'est un peu de la visualisation. Donc, l'idée, c'est d'être déjà dans un endroit plutôt calme, plutôt en amont de l'entraînement, avec une possibilité, si vous voulez, décrire ce que vous voulez voir, en fait. Donc, décrire vraiment toutes les conditions, tous les critères, toutes les caractéristiques de où ce sera, comment vous vous sentirez, ce que vous porterez, qu'il y aura avec vous, décrire l'environnement. Ensuite, décrire un peu vos comportements, comment vous voulez vous comporter, c'est-à-dire si vous imaginez visualiser un entraînement sportif en arrivant, en gagnant une compétition, voilà, c'est imaginer un peu comment ce sera, les couleurs qu'il y aura, la date, l'heure, la texture, le mouvement, le son, tout ce qu'il y a autour. L'idée, c'est vraiment de construire une représentation mentale comme si c'était une photo, voire même en fait un film. Et c'est vraiment associer toute cette représentation, toute cette description à ce que ça va vous procurer à l'intérieur comme émotion, comme ressenti. Et dans ce ressenti, on peut mettre des mots, on peut mettre de la joie, de l'allégresse, de l'apaisement, du soulagement, mais ça fait comment vraiment la joie à l'intérieur? C'est plutôt chaud, ça picote, c'est dans le plexus, plutôt dans les jambes, dans la tête. Donc c'est vraiment étudier, décrypter toutes ces micro-briques en fait qui constituent cet événement que vous voulez réaliser. On doit pratiquer de la visualisation, par exemple, si on a un plan d'entraînement sur 12 semaines, tu nous recommandes de faire une session tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les 10 jours. C'est quoi, selon toi, le bon rythme et combien de temps ça doit durer à peu près? Alors, comme pour toutes ces choses-là, un petit peu mindset, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Ce qui est important, c'est aussi que vous ayez l'envie, la motivation. Néanmoins, c'est très utile de le faire tous les jours, par exemple. Et on pourra en parler dans cet épisode ou peut-être dans un autre. Mais l'idée d'intégrer la visualisation dans sa routine matinale, c'est hyper intéressant parce que ça crée, ce que tu disais tout à l'heure, un rituel, une habitude. Et de plus en plus, ça permet de renforcer les fameux circuits neuronaux dont je parlais tout à l'heure qui sont en train de se créer. Si on s'intéresse un peu à l'imagerie mentale maintenant, genre je sais qu'il en existe deux types, l'imagerie interne et l'imagerie externe. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la différence qu'il y a entre les deux types ? Alors l'imagerie interne, tout simplement, ça consiste à vivre intérieurement l'expérience, alors que l'imagerie externe, c'est se voir en action dans la position d'un spectateur. C'est comme si on regardait une vidéo. C'est simplement, soit vous êtes associé à ce qui est en train de se passer et dans ce cas-là, vous ressentez des choses, ou bien vous êtes dissocié de la situation, vous vous voyez et normalement, vous ne ressentez pas. En tout cas, vous ressentez en dissocié. Ça peut être utile par exemple pour toutes les personnes qui ont des gestes techniques. Ça va être les golfeurs, les tennisman. Peut-être que pour eux, il y a un type de visualisation qui marchera mieux. Et pour un coureur, du coup, c'est quel type de visualisation qui va être plus pertinent pour eux? Alors, ça dépend parce que chacun a son mode de fonctionnement. Il y a des personnes qui naturellement vont se voir en associé, des personnes qui plus naturellement seront directement en dissocié. Ce qui est intéressant, c'est justement de jouer sur les deux pour acquérir exactement comme tu le dis, vraiment cette finesse, cette subtilité, notamment dans les mouvements et les comportements. Donc le fait de se voir en dissocié, comme si on se regardait sur un film, ça permet de vraiment s'étudier sur comment on va se positionner, quel mouvement, quelle amplitude. Donc ça peut apporter en fait ces fameuses briques qui vont faire la différence. Et après, le fait de passer en associé, c'est plutôt mieux de commencer par le dissocier, ensuite l'associer, ça permet de ramener, une fois qu'on a toute la technique, tous ces ressentis internes et vraiment de se voir, est-ce que ça fonctionne pour moi, est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que je dois encore faire des ajustements ? Et si besoin, repasser en dissocié, réassocié, etc. Manon, comme tu le sais, le marathon, c'est 42 km 195. Autant te dire que réussir à boucler cette distance sans embûche, il faut être quand même assez bien préparé. Alors aussi bien physiquement que mentalement. Alors évidemment, l'entraînement, finalement, c'est assez simple. Je dis simple entre guillemets. Évidemment, c'est quand même beaucoup d'implication, d'abnégation. Mais il suffit de suivre un plan d'entraînement avec sérieux et autodiscipline. Le mental, comment est-ce qu'on peut le travailler pour devenir plus fort? Ou tout simplement pour peut-être pas appréhender cette course? Parce que
on sait, le marathon, c'est une distance qui est très sacralisée et c'est une distance qui peut effrayer beaucoup de coureurs et de coureuses, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait. Du coup, est-ce que la visualisation positive, elle peut nous aider à désacraliser le marathon ? Totalement, comme on le disait tout à l'heure, le mental c'est un muscle, donc déjà c'est quelque chose qui s'entraîne également, c'est hyper complémentaire au corps. De plus, on évolue, on change d'avis, de goût, donc tout ça montre que on peut travailler son mindset. Il y a des exercices de la visualisation, mais aussi la façon de se parler, par exemple en utilisant des affirmations positives, des mantras, on parle aussi de langage transformationnel. Tout cela, ça permet de désacraliser, comme tu le dis, par exemple la distance du marathon. Ça permet en fait de sortir des croyances populaires, ça permet de sortir de ses propres croyances qu'on appelle limitantes ou négatives sur le marathon. Et plus on va pratiquer la visualisation, plus en fait on va normaliser, démocratiser cette expérience pour nous, même si on ne l'a pas encore vécue. Hyper intéressant. Il y a quelque chose qui est très répandu dans la culture du marathon et qu'on entend un peu partout, c'est le fameux mur, le mur du 30e kilomètre. Alors, il faut savoir que le mur est absolument pas une fatalité. Généralement, c'est quelque chose qui arrive à ceux qui sont peut-être pas suffisamment assez entraînés, qui n'ont pas fait des sorties longues suffisantes ou qui ont eu une certaine négligence d'un point de vue nutrition. Mais a priori, si on est bien entraîné, bien préparé, il n'y a pas de raison qu'on soit confronté au mur. Mais on nous met tellement dans le crâne qu'il y a ce fameux mur du marathon dès qu'on ouvre un journal, dès qu'on lit un livre sur le sujet ou qu'on entend une émission pas forcément très pointue sur le marathon, on entend toujours attention mur, attention mur. Du coup, on se conditionne un petit peu à l'avoir, même si rien sur le papier fait qu'on l'aurait rencontré. Est-ce que ça peut marcher aussi, on va dire, d'une manière négative, cette imagerie mentale, où on s'est tellement mis dans la tête qu'on va avoir un mur, qu'on pense tellement ça à la course que notre cerveau il est un peu conditionné, quoi. Totalement. Et tu as utilisé vraiment le mot-clé, c'est conditionnement. Tout simplement parce que c'est, en fait, au-delà de la visualisation, c'est de la suggestion. Et tout ça, ça passe par l'inconscient, par les croyances qu'on intègre ou pas. On a tous des croyances qui nous appartiennent et des croyances aussi qu'on peut prendre des autres. Et plus on va lire qu'il y a un mur au 30e kilomètre, plus on va y croire en fait, et donc ça va se passer. C'est un peu aussi le mécanisme de attraction, manifestation dont on parlait tout à l'heure, et c'est simplement tout se passe dans la tête. Donc si tu arrives à te convaincre, mais de façon inconsciente, qu'il n'y a pas de mur, par exemple en trouvant des contre-exemples, en lisant des témoignages de personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas vécu le 30e kilomètre avec le mur, ou que tu t'entraînes, etc., que tu travailles ton mindset en fait en disant des affirmations positives. Tout ça, ce sont des éléments qui contribuent à potentiellement ne pas le vivre. Très clair. Manon, ça a été un échange très intéressant. C'est le premier, il y en aura d'autres qui vont suivre. Si on doit synthétiser tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode, dans l'épisode d'aujourd'hui, quels seraient selon toi les éléments clés à retenir ? Alors, les éléments clés à retenir, ce serait déjà que la visualisation et toutes ces techniques un peu d'état modifié de conscience, c'est hyper accessible, c'est naturel, et il n'y a pas nécessairement d'erreur possible dans le sens où c'est vous et vous-même, entre guillemets. Donc vous construisez vraiment cette vision vous-même. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que tout cela, même dans le sport, qui est très physique, c'est une approche qui est holistique, c'est corps, esprit. Les deux vont vraiment ensemble, et c'est ce qui permet, comme je le disais, de passer du très bon à l'excellence. Ça permet également de booster sa confiance en soi, de mieux appréhender l'épreuve, d'être plus serein, d'être capable de davantage d'adaptabilité. Donc tout ça, en fait, c'est que du positif et du bonus. Merci infiniment Manon. Écoute, je donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. À très bientôt. À très bientôt. Cette émission vous a été proposée par Salomon, votre expert running de la montagne à la ville.